OK. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, Monsieur Kofi, qui Bonsoir. est, qui est celui qui va nous présenter aujourd'hui le module 5 intitulé Approche de recherche de subventions dans le cadre de ce webinaire que nous avons commencé. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde et je laisse la parole à Kofi pour nous entretenir. Merci. Merci Théophile. Bonsoir, bonsoir chers collègues. Je vous remercie pour votre présence et pour être à l'heure. Alors, cette séance, le module 5, vient compléter, vient enrichir le module 4, qui a été la dernière séance et qui portait sur la mobilisation de ressources. Donc, les subventions constituent une partie des ressources et donc, aujourd'hui, nous allons en parler en essayant d'être un peu plus détaillé et de donner quelques pistes de réflexion pour vous permettre d'améliorer la façon dont vous faites la recherche de subventions. Alors, cette séance va viser les objectifs suivants. C'est que nous espérons que d'ici la fin de notre entretien, nous aurons acquis des connaissances pertinentes pour asseoir notre recherche de subventions sur des bases factuelles dans le cadre général de la mobilisation de ressources. Effectivement, pourquoi est-ce que nous parlons de bases factuelles? C'est pour éviter que les gens ne pensent que lorsqu'on fait la recherche de subventions, on va dire un mot grossier peut-être, qu'on peut mentir en parlant de ces références, par exemple. Non. Il faut faire des propositions, il faut faire de la recherche de subventions sur des bases factuelles, sur une connaissance de l'écosystème dans lequel nous évoluons par rapport à la question des subventions. Ensuite, nous espérons que nous aurons la possibilité d'améliorer l'élaboration de nos demandes de subventions grâce à la conception de propositions, de projets et de programmes qui soient des programmes de qualité. Et enfin, que nous pourrions intégrer à notre démarche l'éthique de l'activité sociale qui est propre aux associations humanitaires. Tout à l'heure, on reviendra pour nous poser la question, est-ce que la FOAPS et les fédérations pays qui la composent sont des associations humanitaires ou pas? Nous allons revenir à ça. Donc, évidemment, en liaison avec cet objectif-là, nous allons avoir trois grands chapitres. D'abord, la recherche de subventions dans le cadre général de la mobilisation de ressources. Ensuite, nous allons parler d'élaboration des demandes de subventions. Et enfin, nous allons parler de l'éthique de l'activité sociale d'une association humanitaire. Alors, le premier chapitre, comme on l'a annoncé, va parler de recherche de subventions dans le cadre général de la mobilisation de ressources. Nous voulons faire un rappel rapide, peut-être pour ceux qui n'ont pas été avec nous lors du dernier module. Nous allons faire un rappel rapide des différentes sources de financement d'une association. D'abord, il y a l'autofinancement. Nous avions dit la dernière fois que le financement interne représente les premières ressources financières d'une association de type loi 1901. Nous avons parlé de l'importance de cette source de financement-là et même de ce que ça représente lorsque nous entrons en dialogue, en discussion avec un donateur potentiel ou avec quelqu'un qui est prêt à subventionner ou à financer notre association. La première question qu'on nous posera, c'est par rapport à ça. Ensuite, nous avions parlé également des donations et des legs qui sont effectués sans contrepartie. Des gens qui décident de vous faire un don, que ce soit en cash ou en nature, et qui ne vous demandent rien en retour. Donc, ce sont des dons et legs. Ça peut être des membres, ça peut être des non-membres. Nous avions parlé également des aides publiques, qui peuvent être en nature également,
des subventions qui peuvent permettre de financer les projets d'intérêt général. Alors là aussi, lorsque par exemple le gouvernement, le ministère de la Santé met à votre disposition un immeuble pour mener vos activités, vous donne un terrain pour construire votre siège, ce sont donc des biens et cela a une valeur monétaire. Nous avons les parrainages et les mécénats qui sont également importants à rappeler, euh, qui sont appelés aussi parfois du sponsoring et qui permettent de financer une association moyennant une contrepartie. Donc, à l'opposé des dons et legs, à l'opposé des aides publiques, on va dire que les parrainages et le mécénat permettent de financer une association moyennant une contrepartie. Ça veut dire que celui qui apporte attend en retour quelque chose. D'accord? C'est pour ça que vous verrez qu'on parle beaucoup de sponsoring dans le cas d'événements que nous menons. Et si ce n'est pas un service monnayable, ça va être par exemple la publicité que l'on donne à une institution, à une entreprise qui sponsorise un événement que nous menons, par exemple. Nous avons les financements bancaires. Une association peut souscrire à un prêt bancaire classique à condition que ce prêt va financer une activité qui va générer des ressources pour rembourser ou qu'on a la garantie d'avoir des ressources pour rembourser. D'accord? Nous avons les activités lucratives que l'association mène, qui constituent également une source importante de l'association 1901. Et nous avions dit la dernière fois que ce n'est pas parce qu'on est une association à but non lucratif qu'on doit mener des opérations qui ne génèrent pas de bénéfices. Nous avons le droit de générer des bénéfices. Nous sommes même encouragés à générer des bénéfices. La seule différence, c'est que nous ne pouvons pas partager ce bénéfice-là entre les membres, entre les sociétaires de l'association. Mais ces bénéfices doivent aider à financer les objectifs de l'association. Et nous avons également les financements participatifs qui permettent de récolter des fonds via des plateformes digitales spécialisées. Vous savez, je crois que beaucoup d'entre nous ont entendu parler de GoFundMe. GoFundMe est une plateforme, oui, de financement participatif. Généralement, c'est pour des causes nobles. Ceux qui donc postent des demandes de financement participatif doivent expliquer la cause que va servir les subventions récoltées et les gens qui également contribuent, c'est parce qu'ils adhèrent à ces causes-là. Donc voilà un peu, à thème de rappel, ce que nous pouvons retenir de la séance précédente sur le financement d'une association. Mais comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous allons parler de subventions. Alors, euh, si je me réfère un peu à ce que je viens de présenter, la question qui va se poser, c'est de savoir pourquoi nous voulons mettre l'accent sur les subventions. C'est parce que nous avons fait une analyse des différentes sources de financement dont je viens de parler pour nous rendre compte que chaque source de financement constitue des opportunités, mais peut également véhiculer certains défis auxquels nous devons faire attention. Par exemple, lorsque nous parlons d'autofinancement, les opportunités, c'est que nos membres sont des associations comme nous. Là, nous parlons du cas de la FOAPS. Il faut que je précise ça. C'est une analyse qui est spécifique à la FOAPS. Donc, l'opportunité que ça représente, c'est que nos membres sont des associations comme nous, comme la FOAPS, ou bien comme nos fédérations pays, on va dire. Les défis, c'est qu'elles ont elles-mêmes des défis pour la collecte de leurs cotisations. Donc, quand nous attendons que nos membres, qui sont des associations elles-mêmes, cotisent, il ne faut pas que nous oublions qu'elles-mêmes ont des soucis pour collecter les cotisations qu'elles attendent. Les donations et legs, l'opportunité, c'est la noblesse de la mission qui plaide pour nous. Alors, évidemment, comme nous sommes dans le domaine de la santé,
la santé est un domaine où les gens voient l'aspect social. Donc, donner de l'argent pour promouvoir la santé est considéré comme noble par la plupart des gens. Euh, Vis-à-vis de la force, on va dire que le défi qu'on a à ce niveau-là, c'est que les donateurs ne sont pas encore identifiés. Nous n'avons pas encore pu identifier des donateurs qui peuvent donc faire des dons ou des legs à la FOAPS. Nous espérons que ça va venir. Mais pour le moment, c'est un défi pour nous. Nous avons les aides publiques, que ce soit des aides nationales ou des partenaires techniques et financiers. L'opportunité, c'est que c'est la source la plus fiable et la plus pérenne. Si vous avez la chance que votre gouvernement, le ministère de la Santé, ayant reconnu la pertinence de l'existence de votre fédération pays dans le domaine de la santé et que euh, le gouvernement, le ministère des Finances accepte de vous mettre en place un budget annuel, de vous financer de manière, on va dire, durable, alors là, vous êtes vraiment en train d'avoir une source pérenne pour financer vos activités. Malheureusement, le défi, c'est le manque de vision des acteurs du public. Je peux me tromper, mais pour le peu que nous savons aujourd'hui, lorsque vous allez vers votre ministère de la Santé ou vers le gouvernement ou vers le ministère des Finances pour vous faire connaître et espérer que l'État va vous financer, vous risquez d'avoir une réponse qui est parfois malheureuse. C'est qu'on vous dise, bon, il y a tellement d'associations dans le pays, alors si on vous donne, d'autres vont venir aussi, mais on n'a pas de possibilités financières, etc. Donc, pour éviter d'avoir tout le monde sur le dos, on va donc refuser de subventionner vos activités. Si je prends maintenant le parrainage et le mécénat, on va se rendre compte que la noblesse de la mission plaide encore pour nous. C'est une question aussi de la noblesse et les gens, les parrains et les mécènes peuvent avoir ce sentiment-là d'apporter quelque chose à la société, à la communauté, parce que la cause de la santé est noble, comme je l'ai dit précédemment. Par exemple, euh, vous avez aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un moyen par lequel certaines entreprises essayent de partager un peu des bénéfices qu'ils reçoivent en faisant du social. Et si une entreprise, dans sa politique, dans sa vision de participation aux responsabilités sociétales d'entreprise, vise le domaine de la santé, alors effectivement, ça peut être une opportunité pour la force et pour ses partenaires, ces fédérations pays. Là également, c'est comme pour les subventions au-dessus, les, les mécènes semblent difficiles à identifier également. Les financements bancaires, absence de banque solidaire ou sociale, ça, c'est une opportunité peut-être que nous pouvons avoir, qu'il y a une absence de banque solidaire ou sociale. Donc, si une banque veut bien financer la santé aujourd'hui, c'est toute une opportunité qui lui est offerte. Par contre, en termes de défis, identifier des activités rentables et bancables euh, peut poser quelques problèmes pour le secteur santé dans lequel nous sommes très, très bons à prodiguer les soins, mais nous ne sommes pas nécessairement bons à gérer les entreprises dans le sens que les banques vont souhaiter pour pouvoir travailler avec nous. Les activités lucratives, on peut dire que le champ des activités est vaste. Nous avons des services d'expertise, nous pouvons vendre énormément de choses. Par exemple, les fédérations pays ont des expertises en interne. Vous avez des professeurs, vous avez des enseignants, vous avez des médecins qui sont des praticiens de plusieurs années d'expérience et qui peuvent effectivement euh, prodiguer des services. Euh, mais il est important en termes de défis de distinguer les activités lucratives des autres activités que vous menez. Voilà. Des fois, on a la confusion. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on doit faire de manière lucrative pour générer des ressources et qu'est-ce qu'on peut continuer à faire de manière totalement anodine.
Je finirai avec le financement participatif, dont le potentiel est élevé aussi au regard des cas que nous observons ailleurs. Euh, je, il y a le Téléthon, pour donner cet exemple-là, depuis avant même que on arrive au financement participatif digital, nous avons dans des pays comme la France le Téléthon, qui est une occasion chaque année de mobiliser des ressources pour la lutte contre le cancer, par exemple. Ça, c'est quelque chose que les gens prennent très au sérieux et ils y contribuent. Donc, le défi, c'est d'être capable de développer des solutions digitales appropriées. OK? Si vous faites GoFundMe, par exemple, très peu d'Africains pourront contribuer parce que n'ayant pas nécessairement les moyens de paiement digitaux comme les cartes de crédit et autres pour pouvoir participer, même si la volonté y est. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire globalement par rapport au potentiel et aux défis euh, lorsque nous voulons prendre le cas de la FOAPS et de ses fédérations pays. Alors, nous allons passer maintenant à l'élaboration. Chapitre 2, donc, l'élaboration des demandes de subvention, proposition de projets et programmes. Alors, nous allons parler d'une manière globale. Nous allons parler d'élaboration de demandes de subvention dans le cadre où nous répondons à un appel à proposition, mais nous pouvons également voir ce que nous allons présenter maintenant comme une possibilité que nous avons de faire des soumissions spontanées de projets et programmes pour attirer des subventions. Alors, première chose très importante, c'est qu'il faut connaître le demandeur de proposition. Si c'est une demande de proposition, ne vous jetez pas à répondre simplement comme ça. Allez sur le site de l'institution qui demande des propositions et essayez de comprendre sa vision, ses missions, là où il travaille, les projets qu'ils ont financés par le passé, et la manière dont ils travaillent avec leurs partenaires d'implémentation, leurs partenaires de mise en œuvre. Il faut comprendre tous ces arcanes-là du demandeur de proposition. Donc, renseignez-vous. Parfois, dans les demandes à proposition, il y a un petit, on va dire, quelques pages que le demandeur va offrir pour expliquer un peu qui ils sont, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé, etc. Mais parfois, c'est bon d'aller également enrichir cette présentation-là par vos propres recherches. Il faut également bien comprendre le processus de demande de subvention. Il y a des demandes de subvention, on vous donne une demande de subvention, on vous demande de faire une proposition technique et financière. Et puis c'est tout. Il y a des demandes où on va vous donner un formulaire, un template que vous allez remplir. Il y a des demandes où le template là, c'est pas un formulaire que vous pouvez prendre, le remplir à vos heures et quand c'est fini, c'est un document Word ou bien un document PDF qu'on vous demande, vous le convertissez en PDF, vous envoyez. Il y a des demandes pour lesquelles le template là, ou le formulaire là, il est en ligne et vous ne pouvez le remplir qu'en ligne. Donc, il faut comprendre tout ce processus-là et veiller à ce que vous n'allez rien rater dans le processus de remplissage de de ce formulaire-là. Euh, Personnellement, je vous conseillerais de télécharger le formulaire si c'est possible ou alors de passer dans le formulaire en essayant peut-être de faire un peu comme une fausse proposition, de façon à pouvoir dérouler le formulaire pour voir la structure, comment c'est fait et savoir aussi tous les documents qu'on va vous demander au fur et à mesure. Parce que des fois, vous arrivez dans une page, vous remplissez, on vous demande de télécharger, par exemple, les CV des membres de l'équipe. Vous allez sur une autre page, on vous demande de télécharger euh, le, la lettre de motivation, je dis n'importe quoi, ou le cover page, la page de garde. Ou bien on vous demande de télécharger la méthodologie. Donc, si vous n'avez pas compris tout ça et préparé ces documents-là avant de commencer à remplir votre formulaire, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez devoir arrêter le remplissage du formulaire et retourner pour préparer le document demandé. Or, si vous savez tous les documents qui vous sont demandés
et que vous les avez préparés, alors après, c'est juste une question de remplir, de télécharger, de remplir, de télécharger. Nous vous suggérons aussi de lire et d'analyser les lignes directrices des subventions. Bien évidemment, ça correspond un peu à ce que je viens de dire. Euh, Chaque demande de proposition donne des instructions par rapport à comment soumissionner. Donc, il faut être sûr que vous avez très bien compris et que vous avez suivi ces lignes directrices-là. Il faut suivre les instructions et respecter les délais. Alors ça aussi, des fois, vous pouvez avoir une demande à proposition, on vous dira que il y a une première étape, c'est de participer au webinaire d'explication de la demande de proposition. Et des fois, on vous dira que la participation à ce webinaire-là conditionne la présentation d'une offre. Donc, si vous n'avez pas participé au webinaire et que vous n'avez pas été enregistré par les demandeurs, vous ne pourrez pas participer après, vous ne pourrez pas soumettre votre offre. Donc, vous voyez que si ça vous a échappé, après, vous disqualifiez vous-même. Donc, dès que vous avez une offre, bien lire l'offre, bien voir ce qui est demandé et voir également les échéances qui sont demandées. Vous pouvez tomber sur une offre, on vous dira de soumettre d'abord l'offre technique et on vous demandera après si vous devez soumettre l'offre financière. On peut vous demander de soumettre l'offre financière, l'offre technique en même temps, mais en mettant des codes. C'est-à-dire que votre document PDF doit être codé, doit avoir un mot de passe. Ça veut dire que le demandeur d'offre souhaite que vous ayez l'assurance que votre dossier ne sera pas ouvert si ce n'est pas par le comité d'évaluation. Donc, quand on vous demande tout ça, il faut le respecter et lorsqu'ils seront prêts à ouvrir votre proposition, ils vont vous écrire pour demander de leur communiquer le mot de passe. Et s'ils vous demandent d'abord le mot de passe de l'offre technique, ne donnez que ce mot de passe-là. Ils vous demanderont après, plus tard, le mot de passe de l'offre financière si vous avez passé la phase de l'analyse, de l'évaluation des offres techniques. Donc tout ça, vous vous rendez compte que c'est beaucoup de choses parfois qu'il faudra respecter pour être sûr de ne pas être disqualifié. Ensuite, nous vous proposons d'intégrer une présentation de votre organisation et de ses réalisations passées. Alors, même si on ne le demande pas expressément, trouvez le moyen d'intégrer dans votre offre technique une présentation de votre organisation. Qui êtes-vous? Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Est-ce que vous avez déjà exécuté des grandes? De quel montant? Des subventions? Excusez-moi avec notre français qui est tellement influencé. De quelle subvention, quel montant avez-vous déjà exécuté par le passé? S'il y en a, il faut le dire. Cela peut permettre de mieux positionner vos propositions. Et puis, rédiger une déclaration de besoins qui soit convaincante. Alors, comme je l'ai dit, des fois, nous sommes en train de faire le mix entre des propositions que vous soumettez sur la base de demande ou des propositions spontanées. Peut-être que les deux derniers bullet points que je viens de présenter vont avoir un sens plus important lorsque vous êtes dans le contexte d'une proposition spontanée. C'est vous qui prenez donc l'initiative de soumettre une proposition spontanée à un bailleur de fonds, à un partenaire technique et financier. Donc, il faudra que vous rédigiez également une déclaration de besoin qui soit suffisamment convaincante. Je vais m'attarder sur le mot besoin ici. Parfois, nous croyons qu'il s'agit de donner une déclaration des besoins de notre association ou de notre fédération ou de la FOAPS. Ce n'est pas ce qui va intéresser un partenaire technique et financier. Le partenaire technique et financier va être intéressé par le besoin de la communauté, le besoin des bénéficiaires, ceux qui vont donc être les bénéficiaires, soit intermédiaires ou finaux, de la subvention que vous demandez. Donc, c'est extrêmement important, même si vous parlez de vos besoins, il faut que derrière vos besoins, en filigrane de vos besoins en tant qu'association, on puisse voir les besoins des bénéficiaires intermédiaires ou des bénéficiaires finaux. Généralement, c'est les bénéficiaires finaux qui nous intéressent, enfin, qui intéressent les partenaires techniques et financiers au plus haut niveau.
Nous allons maintenant voir de manière un peu plus détaillée comment vous devez procéder. Par exemple, nous vous disons d'appuyer vos affirmations sur des données et des preuves fiables. D'accord? Vous fixez des objectifs et des résultats clairs. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les objectifs et les résultats que on espère atteindre avec la subvention en question. Élaborer un budget réaliste. Élaborer un budget réaliste. Euh, vous connaissez les salaires qui sont payés pour les catégories de gens qui vont travailler sur le projet. N'exagérez pas parce que les gens ont des moyens de faire une évaluation comparative avec d'autres sources. Donc, n'exagérez pas, soyez réaliste. Démontrer l'impact et le bénéfice pour la communauté. Voilà encore, on nous ramène aux bénéficiaires et à la communauté. L'impact sur votre association même ne va pas intéresser les gens outre mesure. Par exemple, nous, à la FOAPS aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la pérennisation de notre organisation et donc euh, le développement de nos capacités en tant qu'association. D'accord, mais ce développement de vos capacités va avoir quel impact? Va permettre d'obtenir quoi sur le système de santé dans nos pays? Si vous n'allez pas jusque-là pour démontrer cet impact-là, alors il manquera du sel à votre menu. Il y a également l'importance de la mise en réseau lors des conférences et des événements. Oui, lorsque vous avez des propositions spontanées qui sont élaborées, il faut également guetter les possibilités d'intégrer des réseaux ou de travailler avec des réseaux quand vous participez à des conférences, par exemple. Ne soyez pas juste des spectateurs, soyez des participants actifs. Quand vous écoutez quelqu'un faire une présentation, essayez de voir dedans quelles sont les opportunités qu'il y a pour vous dans cette présentation. Et essayez de voir ce que vous pouvez en tirer. Et dès la fin de la présentation, approchez-vous de la personne et essayez d'approfondir les discussions. Et ensuite, présentez-vous, présentez ce que vous faites et voyez en quoi est-ce que vous pourrez collaborer. Donc, il y a tous ces éléments qui sont donc des démarches en présentiel lors des conférences, mais qui peuvent également être reflétés dans les propositions que vous faites. Les erreurs à ne pas commettre. D'abord, une mauvaise compréhension des objectifs et des priorités du financeur. Si vous n'avez pas une bonne lecture des objectifs du financeur, vous pouvez passer à côté. Alors que si vous comprenez bien leurs objectifs, vous pouvez mieux élaborer vos objectifs. Des fois même, ça, ça, des, des fois je dis que il faut arriver même à parler le langage, utiliser les mêmes termes que le financeur parce qu'il se retrouvera là-dedans. Par exemple, si vous dites approche genre, si vous dites approche centrée sur les jeunes, peut-être que ça lui parlera parce que lui-même utilise les mêmes termes. Mais si vous dites inclusion, une autre organisation va plus acheter inclusion que approche genre, etc. Maintenant, dans inclusion, vous pouvez dire inclusion, genre et jeune. Mais le mot inclusion devient important parce que ça sonne, ça résonne dans la tête de ceux qui vont évaluer votre projet. Ouais. Donc, on peut dire la même chose, mais en sachant les mots que vous allez utiliser pour déclencher ce désir-là de travailler avec vous. Les outils de la documentation requise. Oublie, pardon, je dis outil. Oublie de la documentation qui est requise. Ouais. Ce sont des erreurs que nous faisons parfois d'oublier la documentation qui vient en support, qui vient en soutien à l'offre que nous faisons, aux propositions spontanées, par exemple, que nous faisons. Rappelons-nous qu'il y a des documents annexes que nous pouvons soumettre qui peuvent permettre donc aux gens d'avoir une meilleure compréhension de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. L'utilisation d'un langage incohérent ou inexact. Évidemment, tout à l'heure, je disais de voir le langage approprié qui peut faire tilt dans la tête de nos évaluateurs dans l'institution vers qui nous allons. Mais
Cela ne veut pas dire qu'il faut en mettre trop au point d'être incohérent par rapport à vous-même, vos objectifs. Oui, donc c'est très important de savoir se faire bien comprendre et d'utiliser un langage approprié et clair. Une autre erreur que nous faisons souvent, c'est l'absence de preuves claires et convaincantes. Si vous dites, par exemple, que vous avez fait par le passé une subvention, vous avez travaillé sur une subvention de temps, où est-ce qu'on peut avoir les vérifications? Soit vous avez un site web, vous avez une page sur laquelle, dès qu'on clique sur le lien que vous remettez, vous donnez, on peut aller sur cette page-là, voir que, ah, peut-être qu'il y a un rapport sur cette mission que vous avez faite, sur cette subvention que vous avez mise en œuvre. On va avoir donc les informations sur votre site. D'accord? Soit c'est des attestations de satisfaction des clients qui ont travaillé avec vous. OK? Même dans le domaine des associations, un donateur, un partenaire technique et financier qui a travaillé avec vous et qui a été satisfait de la façon dont vous avez collaboré peut très bien vous donner une attestation qui vous servira plus tard lorsque vous allez vers d'autres institutions. N'oubliez pas que dans les institutions avec qui on travaille, les gens sont très mobiles. Donc, celui qui a été aujourd'hui votre interlocuteur, peut-être que dans 2 ans, quand vous chercherez pour avoir une attestation, vous ne saurez plus où cette personne se trouve. Soit elle a changé d'organisation, soit elle est toujours dans la même organisation, mais elle a été affectée dans un autre pays. Vous voyez, parce qu'à l'international, ça bouge beaucoup. Il y a un turnover qui est très, très élevé. Donc, quand vous finissez un projet avec un partenaire, trouvez les moyens de demander une attestation que votre organisation peut garder comme des preuves, comme des justificatifs du bon travail que vous avez fait par le passé. Maintenant, nous vous donnons ici, avant de conclure, quelques ressources et outils pour pouvoir, là où vous allez trouver les demandes de propositions. Euh, Vous allez accéder à notre site pour avoir donc cette présentation et vous pourrez voir donc, nous avons le Grant Gov avec le lien qui est là, qui est une source complète où vous pouvez trouver les subventions des États-Unis, du gouvernement fédéral des États-Unis. D'accord? Vous avez globalgiving.org qui met en relation les organisations à but non lucratif, les donateurs et des entreprises dans presque tous les pays afin de soutenir divers projets. Donc ça, c'est intéressant. Si vous êtes inscrit sur globalgiving.org, vous allez pouvoir vous faire connaître parce que c'est un peu comme, je te prends l'exemple, LinkedIn. Quand vous êtes inscrit sur LinkedIn, c'est que vous permettez à beaucoup de gens de voir votre profil et si ça les intéresse de rentrer en contact avec vous. C'est un peu le genre de choses que globalgiving.org fait, mais pour les associations, les organisations, les entreprises et les partenaires techniques et financiers. Nous avons le centre de formation Candide qui également fournit une multitude d'informations sur les fondations et leurs subventions, y compris une base de données mondiale. Nous avons Idealist, qui est un autre site, qui est une plateforme qui met en relation les individus avec des opportunités, notamment les subventions et les financements pour les projets. D'accord? Euh, Nous avons le guide des financements européens. Je ne sais pas trop si on peut trouver dessus des, des opportunités pour nos pays africains, mais ce que je sais, c'est que parfois, des organisations européennes, des associations, des ONG européennes peuvent avoir des financements pour travailler dans nos pays africains et parfois peuvent avoir donc besoin de partenaires locaux, de partenaires nationaux. Donc, voilà quelques pistes. Il y en a d'autres. Nous avons le Fonds pour les ONG, qui est une plateforme fournissant des informations sur les subventions et les ressources pour les ONG à un niveau mondial. Nous avons DEVEX, qui est une plateforme médiatique destinée à la communauté mondiale de développement et qui propose également une base de données sur les emplois et les financements.
Si vous êtes inscrit à DEVES, vous recevrez des bulletins de liaison, des bulletins d'information, et qui, vraiment, c'est comme un média, mais qui s'intéresse seulement à tout ce qui se passe dans le monde du développement. Et par exemple, là, aujourd'hui, je peux vous dire que la moitié des articles que Devers publie sont des articles qui nous disent l'évolution de la situation aux États-Unis depuis les décisions de l'administration Trump, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'un juge a décidé, quel est l'appel qui a été fait, pardon, et quelles sont les perspectives que l'on voit venir, etc., etc. En même temps, il publie les demandes de proposition. Ce n'est pas seulement au niveau du système des Nations Unies, mais ils embrassent aussi toutes les grandes ONG internationales, les fondations, les entreprises privées. Tout est sur DEVEX. D'ailleurs, pour votre information, nous venons de prendre une décision au niveau du secrétariat permanent pour s'inscrire sur DEVEX. Alors, une chose importante, quand je parle de s'inscrire, je veux également donner cette information. La plupart des sites que nous présentons vous donnent la possibilité de vous inscrire, on va dire gratuitement. Mais si vous inscrivez gratuitement, vous allez chaque fois que vous vous connectez, aller chercher ce qui peut vous intéresser dans une liste de millions d'appels à propositions qui sont toujours en cours. C'est très, très pénible de lire des choses qui ne vous intéressent pas et peut-être de tomber 1% va concerner ce que vous voulez avoir. Vous avez la possibilité de faire des tris à partir de sélections de thématiques, à partir des types de subventions que vous recherchez, à partir des pays dans lesquels vous êtes intéressé par des subventions. Sinon, vous allez tomber sur des choses qui sont au Sri Lanka et tout ça. Donc, vous avez la possibilité de faire des tris pour ne voir que ce qui vraiment va vous intéresser. Mais ces tris-là, de deux choses l'une, ou bien à chaque fois que vous vous connectez, vous recommencez à faire les tris avant d'ouvrir les pages. C'est toujours assez rébarbatif. Maintenant, ces sites-là proposent des possibilités d'inscription payante, d'abonnement payant, qui vont vous permettre de pouvoir recevoir une sélection des appels à propositions, des consultations, des demandes de propositions qui concernent les choix que vous avez faits, les tris que vous avez faits. Donc, ces tris, vous les faites une fois et vous recevrez de manière hebdomadaire, par exemple, les, les appels qui concernent vos tris. Évidemment, vous pouvez chaque fois modifier ces tris-là. Si vous n'êtes pas totalement satisfait de ce que vous recevez, vous pouvez encore faire du fine-tuning. Vous pouvez faire affiner vos critères de recherche. Donc, c'est valable pour plusieurs sites que nous sommes en train de vous présenter. Alors, l'autre site, c'est Espace Subvention, qui est un des services de Candide. J'ai présenté Candide avant. Euh, Nous avons Open Society Foundation. Open Society Foundation est également un site sur lequel vous pouvez avoir des demandes des fondations. Mais pour la petite histoire, vous savez aussi que Open Society Foundation est une ONG de Soros, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est une ONG du célèbre Soros qui finance beaucoup de choses dans le monde entier. Et puis nous avons AID Data qui se concentre sur le suivi et la visualisation du financement du développement international, y compris les subventions de différentes organisations. Donc voilà un peu, vous observerez que certains des sites que nous vous donnons là vont vous permettre d'avoir de l'information et pas nécessairement d'aller directement sur des demandes de propositions. Mais ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une meilleure connaissance du monde du développement dans lequel nous sommes, ces informations peuvent vous être utiles. Alors, la question qui peut se poser, c'est de savoir tous ces sites-là, est-ce que on va avoir
des demandes de propositions qui concernent le domaine santé. Alors, nous vous donnons ici les sites qui s'intéressent au domaine santé, entre autres, parce que il y a très peu de sites qui sont vraiment, vraiment focus sur la santé, sauf si vous allez sur le site de l'OMS. Mais même là, si l'OMS veut acheter des voitures, vous allez avoir également l'offre. Donc, voilà. Bon, maintenant, l'autre chose aussi, c'est que vous, en tant que fédération pays, même si vous êtes dans le domaine de la santé, vous pourrez avoir besoin, si vous avez les compétences, d'aller rechercher des appels à propositions pour faire de la consultation en termes de management, en termes de réflexion stratégique, en termes d'élaboration de programmes pour certains partenaires des donateurs en question. Donc, c'est assez complexe, mais là, nous vous parlons des sites qui s'intéressent au secteur santé. Alors, il y a le Grant Gov que j'ai présenté avant comme étant le site des annonces du gouvernement fédéral des États-Unis. D'accord? Donc, il y a l'USAID, mais il y a toutes les autres institutions des États-Unis. Il y a le Fonds pour les ONG, qui est également assez intéressant pour le, le secteur santé. Il y a un certain nombre de publications sur le secteur santé. Il y a DEVEX, dont j'ai longuement parlé, qui également peut vous intéresser. Et puis, il y a Amplify Change. Amplify Change, qui offre des subventions allant des plus petites subventions d'opportunités, par exemple le soutien aux organisations de la société civile, le travail au niveau local, mais qui également publie des offres de plus grandes subventions de partenariat, comme le soutien aux groupes établis pour renforcer les mouvements de la société civile. Alors, là-dessus, il vous appartient de savoir si l'activité pour laquelle on demande une subvention correspond à la vision, à la mission de votre association, notamment de votre fédération pays, par exemple. Parce que quand on parle de société civile, en général, c'est tout ce qui est ONG, Association Loi 1901. Mais il y a le thème société civile sur lequel il y a un ancrage parce qu'on voit derrière société civile, on voit les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations de défense de la démocratie. Donc, cela va tout de suite attirer l'attention sur un aspect politique de votre institution. Donc, faites attention de savoir ce que vous voulez, ce que vous faites. Nous allons maintenant parler de l'éthique et de l'activité sociale des associations humanitaires. Comment est-ce que se pose cette question? D'abord, on pourrait vous demander, est-ce que vous pensez que nous sommes une association humanitaire? La réponse va être oui, parce que si vous êtes dans le domaine de la santé, nécessairement vous êtes dans l'humanitaire. Parce que même si vous faites des opérations, des projets de développement qui concernent la santé de manière, on va dire, politique de santé en général, vous allez observer qu'il y a des moments de crise sanitaire, les épidémies, en période même de guerre, quand il y a des guerres civiles, il y a toute une composante santé qui va donc émerger. Et donc, les associations qui sont dans la santé sont nécessairement considérées comme des associations humanitaires. De toutes les façons, dès lors que vous n'êtes pas une fondation qui a son argent et qui l'investit, vous êtes une association humanitaire. Euh, Bon, c'est pour ça la deuxième question, le secteur santé peut-il être non humanitaire? Bon, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Alors, le rappel de l'humanitaire sur ses différentes faces. L'humanitaire d'État, d'accord? L'État est confronté à l'humanitaire. J'ai parlé de crise, j'ai parlé d'épidémie et autres. L'humanitaire philanthropique, d'accord? Il y a des institutions humanitaires qui sont philanthropiques. Euh, on va parler Fondation Mo Ibrahim. Fondation Gallienne, qui est dans le domaine pharmaceutique. On va parler, surtout les fondations. On va parler de la fondation. Par exemple, j'ai parlé d'Open Society, qui malheureusement est plus connue sur le politique. Mais quand vous allez sur leur site, vous voyez qu'ils ont également des opérations humanitaires qui ont donc un caractère philanthropique. Il y a l'humanitaire religieux, bien évidemment.
beaucoup d'organisations religieuses sont dans l'humanitaire. euh, Christian Children Fund, vous avez CRS, n'est-ce pas? Vous avez la Croix-Rouge, par exemple, qui est une organisation humanitaire, mais dont une grande composante concerne le domaine santé. Par exemple, quand il y a des crises, la première chose que la Croix-Rouge fait, c'est d'aller au secours des personnes blessées, des personnes agressées et de leur prodiguer des soins. OK? Nous avons l'humanitaire dans la gestion des crises et des urgences, je l'ai déjà dit un peu, donc je ne vais pas trop m'attarder. Les concepts et le langage de l'humanitaire. Et là-dessus, la question qu'on va poser, est-ce qu'il y a une vie privée pour les acteurs de l'humanitaire? Si par exemple vous travaillez, je dis n'importe quoi, pour la Croix-Rouge, si vous travaillez pour la FOAPS, si vous travaillez pour une association, une fédération pays, est-ce que vous pouvez dire que euh, dans la vie privée, le soir, quand vous sortez, vous allez passer toute la soirée dans un bar, vous ingurgitez plein de billets et que de retour vers chez vous, vous tombez dans un fossé et on ne vous retrouve que le lendemain matin. Est-ce que vous allez dire que c'est votre vie privée? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Il y a l'inclusion. Nous en avions parlé un peu avant. Le genre, les handicapés, les orientations sexuelles de nos jours. Quand on parle d'inclusion, on peut également être dans le domaine orientation sexuelle. La race, inclusion nation, etc., etc. Quand vous, dans votre association, vous parlez d'inclusion, de quelle inclusion vous parlez? Donc, il faudra toujours être précis. C'est pour ça que le mot inclusion ne peut pas aller seul, il doit être accompagné. D'accord? Le devoir d'ingérence contre la souveraineté des États. Ça, c'est une notion dont nous entendons parler de plus en plus. Est-ce que ce devoir d'ingérence-là a à voir avec l'humanitaire? Est-ce que c'est une cause noble que de prôner le devoir d'ingérence dans la souveraineté, contre la souveraineté des États, ou est-ce que c'est un moyen qu'on peut avoir pour dominer certains États? Ce sont là des questions très critiques sur lesquelles nous devons pouvoir être informés parce que quand vous allez soumettre des propositions, vous devez pouvoir répondre à ces questions-là. La loi du tapage, Association loi 1901, peut-être que dans votre vision et mission, vous dites que vous allez faire du plaidoyer. OK. La question, c'est quel plaidoyer voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez faire du plaidoyer soft? Vous voulez faire du plaidoyer robuste, agressif? Vous voulez faire du plaidoyer à la Greenpeace? C'est-à-dire aller, par exemple, pardon, décider d'affronter un bateau parce que vous estimez que ce bateau-là fait des opérations qui vont à l'encontre de l'écologie. Est-ce que vous allez faire des actions fortes ou bien est-ce que vous êtes dans le plaidoyer soft, le plaidoyer de négociation, etc. Donc, vous devez avoir euh, un langage et une ligne d'action qui soit suffisamment cadrée par rapport au type de plaidoyer que vous voulez faire. L'accès aux victimes en cas de crise humanitaire, quelle est l'approche que vous avez? J'ai souvent fait des missions avec des organisations qui sont dans l'humanitaire et l'une des questions qui se pose, c'est pour votre sécurité, pour aller dans une zone et apporter l'aide humanitaire, est-ce que le fait de demander l'assistance d'une escorte militaire ou d'hommes en uniforme va vous rendre service ou va vous desservir par rapport à ce que vous allez secourir? Des fois, c'est mieux de prendre le risque de ne pas aller avec une protection d'homme en uniforme. Des fois, il vaut mieux avoir cette protection-là. Donc, vraiment, ce sont des questions qui sont assez complexes et pour lesquelles, des fois, on a du mal à répondre. L'argent dans l'humanitaire, l'argent vient d'où? Quand on vous finance, l'argent qui finance vos actions humanitaires vient d'où? Mais l'autre question aussi, c'est que quand vous êtes dans l'humanitaire, vous voulez aller apporter l'aide dans l'autre région. Vous arrivez à un barrage, les rebelles disent personne ne bouge, personne ne passe.
Nous sommes ici pour prélever les impôts. Est-ce que vous accepterez de donner ce que ce barrage vous demande, c'est des rebelles, ou est-ce que vous allez refuser et puis laisser les gens mourir de l'autre côté? Ce sont des questions très, très graves auxquelles on a du mal parfois à répondre. Parce que n'oubliez pas que demain, cet argent que vous avez donné à des rebelles pour aller secourir les gens de l'autre côté, cela peut se retourner contre vous. Vous avez vu, certains d'entre vous ont dû voir les vidéos, en tout cas, vous avez appris les nouvelles concernant la cimenterie française. Le nom m'échappe. La cimenterie française, qui, dans un des pays d'Europe de l'Est ou bien en Asie, a accepté de payer des rebelles pour qu'on puisse les laisser travailler. Sinon, leur cimenterie devait fermer. Lafarge, le groupe Lafarge, le nom me revient. Et vous savez qu'aujourd'hui, ou bien en tout cas il n'y a pas longtemps, Lafarge a été accusé de soutien au terrorisme, du fait qu'à l'époque, ils avaient peut-être besoin de faire ça pour survivre. Oui, donc ce sont des questions très, très pertinentes et très critiques. L'argent dans l'humanitaire, c'est également, comme je l'ai dit, la provenance de l'argent. Il faut veiller à la diversification des sources. Si vous êtes une ONG, si vous êtes une association de loi 1901 et que toute votre vie dépend d'un seul partenaire technique et financier, le risque de ne pas survivre à des crises est là. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui à la force et avec nos fédérations pays certaines fédérations pays qui dépendaient pour la plupart de la sous-subvention que la force leur donne dans le G2SO. Donc c'est très grave de dépendre d'une seule source. L'utilisation de l'argent reçu des partenaires doit faire l'objet de toutes les attentions. À quoi utilisons-nous l'argent que nous recevons des partenaires? D'accord? Si vous n'avez pas vous-même des règles, il y a des partenaires, l'argent qu'ils collectent vient peut-être de certains groupes religieux. Et ces groupes eux-mêmes ont des règles d'éthique par rapport à la consommation d'alcool. Et si vous recevez cet argent-là, vous devez être au courant pour savoir que vous ne devez pas utiliser cet argent pour, pour consommer l'alcool. Ça voudra dire que quand vous organisez des cocktails, quand vous organisez des dîners, des déjeuners et autres, vous ne pouvez fournir que des boissons légères. Vous ne pouvez pas prendre leur argent et offrir du vin, par exemple, du champagne, par exemple. Parce que non seulement il y a la notion d'alcool qui peut être mal vue par vos partenaires financiers, mais il y a également le luxe qui peut être attaché à certaines boissons. Par exemple, le champagne n'est plus considéré comme une boisson normale. C'est une boisson de luxe. Donc, vous devez faire attention à tout ça. La transparence des budgets et leur contrôle par des instances indépendantes est une exigence majeure. C'est pour ça que nous faisons les audits avec donc des auditeurs qui sont assermentés. Le choix d'investissement doit être également scrupuleusement scruté. Quand vous voulez investir, vous investissez dans quoi? Vous voyez un peu. Aujourd'hui, je prends cet exemple-là. La Fondation Bill et Melinda Gates reçoit des critiques à gauche, à droite, parce qu'on sait que cette fondation investit dans les laboratoires pharmaceutiques. Et quand les gens disent que ces laboratoires pharmaceutiques font des choses qui ne sont pas très éthiques, entre guillemets, alors finalement, ça va rejaillir sur la Fondation Bill et Melinda Gates. Faire attention au comportement ostentatoire. Je peux prendre des exemples simples, hein. Euh, vous voulez faire des activités et vous choisissez l'hôtel le plus luxueux de la ville, alors qu'il n'y a aucune raison de sécurité ou autre qui justifie ça. C'est ostentatoire. Vous voyagez en classe affaires, par exemple, pour ne pas s'en cacher. Si vous vous retrouvez dans le même vol que des gens qui sont vos partenaires techniques et financiers, et que vous êtes en classe affaires, mais que après, au cours de la conférence, c'est vous qui allez leur demander de vous apporter de l'aide, vous voyez que vous serez en très mauvaise position.
Donc voilà des choses que nous vivons et sur lesquelles nous sommes obligés d'attirer votre attention. En conclusion, une association pour être viable doit avoir une vision claire des moyens qu'elle se donne pour atteindre ses objectifs. Elle doit mettre la mobilisation de ses ressources internes au cœur de la stratégie de financement de ses activités. Elle doit diversifier ses sources de financement pour créer les conditions de sa durabilité. Évidemment, cela passe par les demandes de subventions, mais également par peut-être la participation à des appels d'offres, à des appels à projets. Donc, quand vous demandez une subvention, ça peut ne pas être compétitif. Mais quand vous lancez dans des réponses aux appels à propositions, vous savez très sûrement que vous êtes donc dans une démarche compétitive. Une association doit disposer d'une banque de projets avec des propositions que vous pourriez adapter suivant les opportunités que vous croisez. D'accord? Pour donner un exemple, aujourd'hui à la Ford, nous avons une banque de projets dans laquelle nous avons une dizaine de projets qui sont élaborés, écrits et qui peuvent donc être adaptés chaque fois que nous tomberons sur une demande de proposition qui a pour thématique ce que nous avons déjà eu à mettre dans nos projets. Alors évidemment, même quand vous participez à un appel à proposition, le projet que vous avez soumis, si ça n'aboutit pas, gardez-le, ne le jetez pas, ne le supprimez pas de vos archives, gardez-le comme un projet qui pourra donc rester dans votre banque de projets. Chaque association doit promouvoir une éthique et une bonne gouvernance dans la gestion de ses finances. Ça, c'est très clair que vous devez pouvoir montrer patte blanche. Et donc, quand les gens veulent voir vos comptes, il faut que ces comptes soient là et que les gens puissent voir que non, il y a une gestion rigoureuse qui est menée ici dans cette association. Et vous devez également trouver l'équilibre entre votre nature intrinsèque, c'est-à-dire votre vocation sociale, et votre pertinence humanitaire. Vous ne pourrez pas y échapper. Donc, vous faites du social, vous devez pouvoir être également avoir un regard sur l'aspect humanitaire parce que tôt ou tard, vous pourrez être sollicité pour intervenir dans l'humanitaire. Donc voilà un peu ce que nous avions à partager avec vous ce soir. Je vais redonner la parole à Théophile. S'il y a des questions, nous allons y répondre. Merci beaucoup. OK, merci, merci Kofi pour ces moments, ce partage. Je vois déjà, euh, il y a Nandi qui a levé la main. Je lui donne la parole. Est-ce que j'ai Alors, la main pour lui donner la parole? Excusez-moi. voilà, je lui ai permis de parler, oui. OK, Nandi, tu as la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Oui, Je voulais dire merci à Kofi pour cette très, très belle intervention. Et je voulais rebondir sur l'intérêt qu'il y avait eu ce matin avec une doléance qu'on avait soumise pour poser la question à Kofi. Est-ce qu'il serait possible d'organiser plus tard des sessions beaucoup plus approfondies avec les participants pour les accompagner sur la rédaction concrète de réponses à des appels d'offres, par exemple, pour les guider sur ces supports-là? Merci. OK. merci Nandi. Kofi, tu as la parole. OK, merci. Oui, Nandi, je pense que c'est, en fait, peut-être qu'il faut qu'on le répète tout le temps. Ces webinaires-là sont en fait, on va dire, des appetizers, des apéritifs ou des, comment on dit dans le menu, quel est le premier repas qu'on prend? C'est l'hors d'œuvre, hein? C'est L'entrée. l'entrée, voilà. C'est l'entrée L'entrée. que nous voulons donner à nos fédérations pays pour qu'elles voient, pour que les membres voient que nous avons effectivement des outils. Ici, on vous présente, on vous fait une présentation d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Là aussi, aujourd'hui, j'ai parlé pour presque 1 heure, pour vous montrer que on a de la matière, on a des ressources qui sont disponibles. Maintenant, l'approfondissement ne peut plus se faire en webinaire. Ça doit être une formation d'un peu plus longue durée
Même si c'est en ligne, il faudrait qu'on prévoie ne serait-ce qu'une matinée, 4 heures. En ce moment, les travaux de groupe que nous ne pouvons pas faire ici, nous allons vous les faire faire. Les discussions qu'on ne peut pas avoir ici parce qu'on est en webinaire d'une heure, on va pouvoir les aborder. Maintenant, si c'est en présentiel, on peut même animer certains de ces thèmes sur 2, 3 jours. Tout dépend de l'objectif que vous avez. C'est vous qui définissez vos objectifs et nous, on vient avec les outils nécessaires pour répondre à ces objectifs-là. Donc, la réponse est oui, nous sommes en mesure de le faire. Ces webinaires ne sont que pour donner un peu un avant-goût. Voilà. Merci, Merci, Nabil. Kofi. Merci, Kofi. Je ne vois pas autre main. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non plus. Donc, si ça en est ainsi, ça veut dire que tout a été bien compris et on peut passer au dernier mot. Non, merci, Théophile. Je crois que j'aurais pas d'autres derniers mots étant donné que j'avais déjà conclu cette séance. Mais je remercierai encore une fois les collègues qui participent à ces séances et leur suggérer de continuer à en faire la promotion parce que tout cela participe de la visibilité de la FOAS, de la crédibilité de la FOAS. Ne pensez pas que c'est seulement pour les membres de vos fédérations pays. Vous avez d'autres personnes, des amis, des gens qui ne sont pas membres, vous pouvez partager les liens avec eux pour qu'ils participent. Peut-être que ça peut vous permettre, vous, dans vos pays, d'avoir des partenaires financiers qui vous sollicitent pour animer ces formations-là sur une plus longue durée. Donc, en ce moment-là, ça vous donne une opportunité de gagner de l'argent pour votre fédération pays, puisque nous, on viendra avec les outils et on va animer ça, mais vous serez notre partenaire en ce moment pour animer cette formation dans le pays. Donc, n'hésitez pas, ne pensez pas qu'il y a une exclusivité sur ces démarches-là, mais partagez-le le plus largement possible avec vos amis euh, pour que nous puissions créer plus de visibilité pour la FOAPS. Donc, ceci dit, passez une excellente soirée et à la semaine prochaine. Merci, Kofi, et à la semaine prochaine. Merci à tous.